Merci beaucoup et merci aux organisateurs à la fois pour cette très belle conférence et pour l'invitation qui m'est faite. Donc je vais vous parler aujourd'hui, alors ce micro est un peu loin, je vais essayer de trouver une position. Voilà. Je vais essayer de vous parler aujourd'hui des communautés d'alliance entre les êtres humains et les animaux, notamment dans les espaces urbains. Alors, étant donné ma longue expérience en matière de recherche, je fais écho à des terrains qui ont été faits au cours des années, des 20 dernières années et plus. Si vous voulez, après, on peut prolonger, bien entendu, cette discussion. Alors, tout d'abord, une assertion, si vous voulez, qui prolonge ma pratique de recherche. C'est une pratique de recherche de géographe sur le terrain. Et pour le coup, je me mets dans des communautés et je leur donne la parole. Et dès lors, ce que je recueille, ce sont des récits. Ce sont des récits d'un rapport à cette nature en ville. Et ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des investigations de ces dernières années, c'est que ces récits, eh bien qu'il s'agisse de nature en ville, d'adaptation au changement climatique, de cafards ou d'autres espèces animales, eh bien, ils mettent en scène un imaginaire en acte, une capacité à se raconter des histoires qui intègrent des éléments documentaires, soit qu'ils soient hérités, soit par expérience ou apprentissage. C'est très important de les saisir comme des récits, puisque je fais l'hypothèse, et c'est ce que je développe en ce moment, que ces récits sont associés à une manière pour les êtres humains de se protéger, de faire sens, de créer ce que j'appelle des dispositifs immunitaires, de telle façon à donner du sens à une époque qui en est finalement, non pas dépourvue, mais dont le sens est de plus en plus chaotique au regard des expériences de vie. Donc, ces dispositifs immunitaires qui se créent à partir des récits, eh bien, ils permettent d'absorber des chocs et de leur donner du sens. Et ces chocs, ce sont des chocs qui sont liés à des catastrophes, voire à les dissimuler. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, vous dites tous que vous êtes surpris de voir à quel point eh bien, on peut nier la réalité en matière de changement climatique. Eh bien, explorez les récits qui sont faits de ce changement climatique et vous verrez de quelle manière, finalement, se tisse fictionnellement, en mêlant du documentaire, une façon de faire sens à partir de cette négation même. Donc ça, c'est très important, c'est que le récit joue un rôle primordial dans cette manière de faire sens dans cette époque où nous manquons de repères. Alors, d'autant plus quand il s'agit d'espèces animales et végétales, puisqu'on va prêter des intentions à ces êtres vivants autour de nous et leur faire raconter finalement ce qui sied à nos histoires de telle façon à construire un environnement qui soit cohérent, c'est-à-dire un environnement qui nous permette de vivre en société et avec les nôtres. Alors, dans le cadre de cette conférence, je fais l'hypothèse que le sauvage est de ces sortes de fictions construites. Je prends le sauvage comme une fiction qui mêle du documentaire et de l'héritage, bien évidemment. Je ne vais pas revenir sur les définitions de sauvage, sauf pour dire que si on prend certains dictionnaires, c'est qui n'a pas subi l'action de l'homme. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est que pour beaucoup de gens, le sauvage, c'est ce qui finalement n'est pas géré par l'homme, n'a pas subi l'action, n'est pas le produit de l'action de l'activité humaine. Et pour le coup, on pourrait dire que le sauvage, il prête une extériorité à la domestication animale. On est dans ce couple entre domestique et sauvage, et qui est aujourd'hui, ce couple, bien, il est mis à mal par l'anthropocène, on appelle époque où l'activité humaine impacte même jusqu'au cycle géochimique à l'échelle planétaire, et pour le coup, finalement, jouant sur la reproduction de la Terre même, on pourrait dire qu'il n'y a plus de sauvage, que le sauvage est en train de disparaître en tant que catégorie, puisque jusqu'à la Terre même serait le produit de cette domestication d'un certain nombre de cycles environnementaux. Donc il y a une crise de ce couple sauvage-domestique qui mérite d'être interrogé à l'aune des espaces urbains. Alors, j'ai deux méthodes par rapport à ça. On peut imaginer bien d'autres méthodes, c'est une
façon de conduire l'enquête. La première, c'est de voir dans les représentations et pratiques sociales comment se qualifie le sauvage. Voilà, c'est les sortes de fictions qu'on prête à la sauvagerie, les qualités qui lui sont prêtées, voire même l'engouement récent pour un sauvage aménagé. Vous rappelez tous les travaux sur les friches, on ne savait plus très bien de quoi il s'agissait au cœur des villes. Bon, c'est une analyse des discours qui sont relatifs au sauvage. On peut faire toutes sortes d'analyses de discours, les uns plus anthropologiques en se mêlant aux communautés, les autres plus distanciés, avec des analyses qui donnent une place à la question quantitative via l'analyse textuelle notamment. La seconde, à mon sens, qui ne doit pas lui être opposée en termes de méthode, c'est s'attarder sur les rapports du sauvage et du domestique pour voir comment ce couple est co-construit. Et ça, c'est d'autant plus important que finalement, l'anthropocène, ça met au cœur la question de jusqu'où l'être humain est-il capable d'impacter et de maîtriser les flux planétaires. Alors, et en outre, ces manières de qualifier le sauvage et les processus d'ensauvagement, qui sont, je vous dis, au cœur de récit, ça contribue à ces dispositifs humanitaires qui vont permettre de penser la résilience au futur. C'est-à-dire, quand on parle de résilience, aujourd'hui, on parle de résilience en termes souvent biophysico-chimiques, voire sociétales, quand ça arrive. Je suis beaucoup dans les communautés autour de la question de la résilience. Donc, est-ce qu'une société est capable de se remettre en ordre après un choc? Mais on en parle peu en termes culturels. Et l'hypothèse, c'est que les récits, et notamment de ce couple sauvage-domestique, fait partie de ce qui constitue la résilience au futur, puisque ces cultures jouent dans les dispositifs immunitaires à l'égard des catastrophes. Alors l'idée, bien entendu, c'est qu'une communauté de sens dont les institutions sont solidaires dispose d'une humilité supérieure à un groupe de gens dont les règles sociales sont finalement moins codifiées. Alors, l'intérêt du sauvage par rapport à ça, c'est par rapport à cette question du domestiqué et du sauvage, c'est de construire une extériorité. Le sauvage, ça construisait une extériorité par rapport à une communauté dont les flux et les cycles de reproduction étaient globalement maîtrisés. Et le sauvage, c'est une possibilité de parler d'artificialisation, de civilisation ou encore de maîtrise et d'aménagement. Alors, ça c'est pour l'introduction. Je vais déployer, je sais que déjà la production dure plus longtemps que le reste, mais ça fait rien, ça permet d'introduire. Je vais déployer un propos en 4 temps. C'est de montrer dans un premier temps comment la catégorie du sauvage intervient dans les pratiques de représentation sociale et de voir en situation finalement au travers d'enquêtes comment ça permet de qualifier les différentes espèces. On va le voir que c'est pas si simple que ça, il n'y a pas d'un côté un bon sauvage et un mauvais domestique, que tout ça se mêle allègrement selon les personnes, les situations et les espèces concernées. Un deuxième temps, c'est de montrer que finalement, et là, on revient sur la définition du sauvage, le degré de sauvagerie prêté à l'espèce en question dépend du degré de contrôle dont il est affecté. Donc il y a un lien direct entre le contrôle dont l'animal ou le végétal est affecté et la manière dont on le voit comme sauvage, et ça joue énormément dans l'urbain. Une troisième partie, qui à ce stade de ma présentation, de toute façon je serai en 2 notes, puisque j'aurais dépassé le temps, c'est de montrer, au travers notamment de la littérature, que le sauvage est conçu comme une source de respiration, c'est la source même du vivant, et on pourrait revenir sur Valéry et sur beaucoup d'autres auteurs pour le montrer. C'est une source, c'est une force de configuration, d'inédit d'une certaine manière, de dire à niveau près, et alors de montrer que pour le coup, ce dispositif immunitaire, dont je parlais en introduction, s'inscrirait entre cette écriture serrée de règles sociales et une capacité de cheminer au bord du précipice, ce précipice étant le sauvage, avec les saveurs de l'inédit. Donc le sauvage a un rôle tout à fait particulier dans ce dispositif. Et nous verrons pour finir, et notamment avec les communautés qui sont très importantes au niveau des abeilles, en ville, ça c'est des communautés. Je travaille là, on a fait une enquête sur
alors, il y a plus de 9000 associations environnementales en Île-de-France. On a enquêté sur près d'une centaine. Donc des gens qui travaillent avec les champignons, avec les abeilles, avec des formes variées. Et juste pour exemple, je montrerai comment les gens avec les abeilles conçoivent cette question du sauvage. Alors, du coup, voilà, on part de l'enquête. Et on peut voir, dans ce premier temps de mon exposé, que les représentations de la nature sauvage sont multiples et floues. Alors, pour une Parisienne, par exemple, et je vais faire quelques citations pour montrer la grande variété des représentations derrière. Pour cette Parisienne, pour elle, les animaux sont malheureux en ville. Et pourquoi ils sont malheureux? Parce que c'est contre nature. Donc il y a cette idée que quelque part, il y aurait une nature de l'animal qui ne lui autoriserait pas à être heureux dans l'espace urbain. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on retrouve, et c'est directement et souvent une anthropomorphisation de la manière dont les personnes se sentent finalement bridées dans les villes. Alors, elle dit avoir été obligée de se séparer de ces animaux en venant ici. Elle dit, je cite, « Les animaux sont tellement peu à leur place », donc cette idée qu'il y a une place spécifique réservée à différentes espèces, et c'est là où la question de la géographie est à mon sens cruciale. J'ai deux exemples concrets, ajoute-t-elle, dont je vois comment ça a transformé les choses, comment ils se sont métamorphosés. C'est pas du tout naturel d'avoir des animaux en ville, ou c'est plus des animaux. C'est vrai que le chat, c'est presque un jouet, cela me gêne, c'est pas sa place, c'est pas un animal sauvage au départ, mais il était en pleine liberté, pas sauvage parce qu'il était dépendant de l'homme, mais il était toujours libre. Et donc, on voit la gradation de cette question du sauvage, c'est-à-dire qu'elle reconnaît le caractère domestique du chat. Il faut savoir, par exemple, que le chat, c'est une des 37 espèces de félins qui ont réussi à échapper à la disparition progressive de toutes les espèces de félins sur Terre. Il faut savoir qu'on s'achemine vers là. C'est donc une espèce remarquablement douée pour survivre, puisqu'elle a réussi, en devenant compagne de l'être humain, à conquérir tous les continents. Donc si on a une vision écologique de cette espèce, on peut voir que son compagnonnage, finalement, lui a permis de se reproduire à des échelles inédites pour ces espèces. Alors, elle voit bien donc que cet animal n'était plus sauvage, mais selon elle, il était toujours libre. Alors, du coup, ce qui est important par rapport au chat, c'est, elle dit ça, mais pour beaucoup, le chat est encore un animal sauvage. Et notamment pour beaucoup de femmes qui disent c'est un animal sauvage, et du fait de le qualifier comme un animal sauvage, pour elle, cet animal, justement, elle lui prête une extériorité. C'est-à-dire qu'elle le qualifie comme un autre, une altérité, un compagnon véritable dans l'espace domestique de la ville, et non pas comme le chien qui serait obéissant et finalement tellement servile qu'il ne constitue plus d'extériorité. Alors il faut savoir que cette introduction de la nature en ville, et donc cette manière de voir aujourd'hui le sauvage et le domestique, ça repose sur l'urbanisme. Alors j'aime bien toujours, et ça fait écho à des choses qui se sont dites ce matin, dire qu'on ne peut pas saisir la manière dont ces représentations se déploient sans les mettre en perspective, que ce soit historiquement ou géographiquement. Et là, si vous prenez l'urbanisme des 19e et 20e siècles, c'est clair qu'on va voir promulguer dans l'espace urbain l'idée d'ordonnancer et de maîtriser l'ensemble des éléments naturels dans l'espace urbain. Et que pour le coup, ce couple de naturel et de sauvage, il s'inscrit dans cet ordonnancement. C'est-à-dire que finalement, le naturel n'a pas sa place, et du coup, arriver en ville et prétendre être naturel, c'est finalement contre l'image même de la ville telle qu'elle a été instaurée à partir du 19e siècle, et même du 18e, comme diraient certains de mes collègues historiens. La ville, c'est un espace d'ordre, c'est un espace de maîtrise, et on ne revient pas sur ce qui a été le produit de siècles et de siècles de production urbaine sans vouloir, sans aller à l'encontre voilà, d'implicite, notamment si on travaille avec des agences d'urbanisme, par exemple, c'est tout à fait clair. Les espèces vivantes, animales et végétales, doivent s'inscrire dans ces représentations qui guident l'urbanisme tant cette ville reste un espace humain. Alors, cependant, il y a des espèces qui ne parviennent jamais à faire consensus. C'est-à-dire que chacun se réfère explicitement dans les enquêtes au fait que la ville est un espace humain et que la nature est ailleurs,
Cependant, il y a des espèces qui arrivent à devenir sauvages, tandis que d'autres arrivent à devenir domestiques. Alors, par exemple, le cafard, qui avait fait le sujet de ma thèse, c'est typique de ces espèces. Pour certains, puisqu'il est dans l'espace des maisons et donc dans l'espace domestiqué de la ville, puisque même l'extérieur doit être dépourvu de ces animaux-là, eh bien c'est une espèce domestique. Si vous interrogez les écologues qui travaillent sur ces espèces, ils vont vous dire que c'est une espèce sauvage, puisque son habitat naturel est la ville. Donc on est à un carrefour, finalement, pour certaines de ces espèces. Si je prends l'arbre à papillon, qui est une espèce invasive, le budléen, que certains d'entre vous connaissent, qui a des branches un peu comme ça, en roseau d'une certaine manière, et qui attire beaucoup les papillons, c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre à papillon, c'est une espèce invasive qui détruit autour d'elle d'autres espèces qui éventuellement seraient également pollinisatrices ou qui seraient endémiques à ces milieux. Eh bien, pour certains, c'est domestique parce que maintenant, les jardiniers des jardins ont été obligés de les laisser puisque les gens protestaient contre leur destruction dans les jardins. Donc voilà, c'est une espèce invasive, sauvage pour certains, et pour d'autres, elle est finalement marqueur des jardins publics. Alors, peut-être, et c'est là l'hypothèse, hors des lieux où les animaux sont, et les espèces végétales d'ailleurs, sont habituellement représentées, ils perdent de leur nature, ils sont dénaturés, et certaines personnes utilisent le mot de mutant pour qualifier ces espèces-là. La question de la mutation est vraiment au cœur, et je vous invite à vous plonger là-dessus, parce que par exemple, on est en train d'analyser, pour les chats, et dernièrement il y a d'autres mutations, on remarque que les espèces qui s'acclimatent en ville mutent véritablement jusqu'au plan génétique. Donc il y a des espèces urbaines qui se créent avec leur écologie et leur biologie tout à fait spécifique. Il y a beaucoup de travaux, par exemple, sur l'adaptation des oiseaux, mais c'est vrai aussi de nombreuses espèces d'insectes qui s'acclimatent dans la ville. Et c'est plus facile à observer parce que les générations sont très courtes pour les insectes, bien plus que pour les mammifères. Donc on arrive à voir de quelle manière, effectivement, ils sont mutants. De là à les traiter de dénaturés, on franchit l'espace entre le constat, on pourrait dire, scientifique et la manière de qualifier ces mutations. Pour le coup, ils perdent de leur nature et ils se chargent de signification sociale, c'est-à-dire que cette mutation, elle est qualifiée de vilaine manière, si j'ose dire, la mutation est forcément dégradante. Alors, voilà pour le premier constat où on voit que ce sauvage, ce couple sauvage domestique, et cette question du sauvage, elle est tout sauf simple. Il n'y a pas le bon sauvage et le mauvais domestique, il y a des couples qui évoluent, pris dans une histoire urbaine, à l'aune de la construction finalement de ce que sont ces espaces humains. Alors, en deuxième partie, je voudrais montrer que le sauvage est mesuré au degré de gestion dont il est l'objet. On a vu que la ville transforme la nature sauvage. Un enquêté le dit, les bêtes sauvages ne sont plus sauvages au contact avec l'homme, mais se sont apprivoisées. Donc il y a un passage qui est lié à la fréquentation des êtres humains. Même si l'animal sauvage, dans une gradation, paraît plus nature. L'animal de la rue est plus nature, par exemple, que l'animal des espaces intérieurs. Il faut savoir que les biomes intérieurs, aujourd'hui ce qu'on appelle les biomes intérieurs, c'est-à-dire les espaces intérieurs de vie, donc ça inclut les parkings, les égouts, ce que vous voulez, sont supérieurs aux espaces extérieurs. Il faut savoir qu'on a créé des écologies tout à fait spécifiques où des espèces animales se créent, c'est ces biomes intérieurs. Ça, c'est spécifiquement, il y a très peu de travaux là-dessus sur les biomes intérieurs, mais si on veut s'attaquer à la question du sauvage à l'époque de l'Anthropocène, si tant est que je crois à ce terme, les biomes intérieurs devraient être un des objets de l'investigation. Et vous, tout ce que vous voulez, vous y allez, il y a de la place. Alors, cette personne dit, l'animal de la rue est une nature, parce qu'elle est dehors. Par exemple, l'autre jour, j'ai fait des trappages, j'ai vraiment vu des animaux. Il y a des gens qui trappent jusque dans les villes. Vous pouvez le voir, il y a des documentaires sur Arte en ce moment tout à fait intéressants. Je sais que chez moi, il y a un dominant, mais il ne domine pas grand-chose par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain, parce que moi, je suis là, j'interviens. Donc, il y a cette idée que l'être humain modifie finalement l'ordonnancement social, entre guillemets, de ces groupes d'animaux, puisqu'ils constituent une présence tout à fait dominante. Alors,
voilà. Il y a le fait que l'animal n'est pas à sa place en ville, fait qu'il est dénaturé, qu'il s'humanise, qu'il s'urbanise, et qu'ils ne sont pour le coup plus aussi agréables à regarder ou assez agréables, aussi agréables qu'ils le sont dans la nature. Cette personne dit, la nature a fait naître les animaux à un endroit, elle fait bien les choses. Donc encore une fois, cette idée qu'il y a des endroits pour les choses. L'idée de la ville renvoie à l'artifice au point que les espèces vivantes, animales et végétales, ne conservent point, dans les représentations en tout cas, leur qualité de nature. Ça, c'est une question difficile, ce qui pose une autre question. Quand on voit par exemple cette image, hein, c'est Aubervilliers, une zone difficile, ou une zone difficile en termes sociaux, c'est-à-dire avec voilà, de l'habitat social. Ils sont en train d'essayer de réintroduire la nature sauvage. Voilà, ça c'est un aménagement de laisser-faire écologique. Vous imaginez la manière dont les habitants prennent ça et à quoi ça leur renvoie par rapport à leur représentation d'habiter cet endroit. C'est-à-dire qu'eux, ils ne le prennent pas pour un aménagement écologique. Ils disent on nous laisse tomber, on nous a mis en plein Beyrouth. Voilà, c'est pour ça que cette question du sauvage en ville, elle pose toutes ces questions. Alors, après, il y a la différence entre l'animal et le végétal. Parce qu'il y a une gradation du plus ou moins nature, il y a une gradation du plus ou moins sauvage, selon la pratique de contrôle qui est appliquée aux espèces. Parfois, dans les parcs, eh bien, on a l'impression qu'en dépit du fait que les gens savent que les espèces en question aient été produites, donc qui sont directement le produit, y compris génétique, parce que maintenant on fait du chêne peuplier, par exemple, ou d'hybridation, parce que ça résiste mieux à la pollution, etc. Eh bien, les gens qualifient ça, ces espèces végétales, quand même de nature. Alors que ce n'est pas vrai de l'animal. Il semblerait que la vie dénature plus l'animal que le végétal. Et ça, c'est quelque chose à, encore une fois, vérifier, sachant que c'est la question de l'artifice, qui est toujours l'artifice et l'artificialisation, la variable majeure. Donc, moi, je pose la question, eu égard au thème du colloque, à quelles conditions la nature sauvage peut-elle exister dans l'espace urbain? C'est finalement, quand on qualifie un espace de sauvage, à quelles conditions peut-on qualifier cette espèce, cet espace de sauvage dans l'espace urbain? Est-ce que c'est une petite ville, une grande ville, une métropole? Est-ce que c'est en cœur de ville, à sa périphérie? Est-ce que les gens qui habitent autour sont de quelle classe sociale? Encore une fois, il s'agit de politique. Je fais référence à ce que Bénédicte Meillon a dit ce matin. Je pense qu'il faut inclure la dimension politique dans nos travaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une nature en tant que telle, et il y a une nature portée par des gens, des espaces dans des catégories sociales avec un passé, une histoire, un futur éventuel. Donc ça, je pense que c'est très important aujourd'hui. Un tel travail a été éventuellement fait sur l'Anthropocène, je pense qu'on doit le faire en éco-critique également. Les personnages littéraires sont issus de certaines classes sociales également, et ceux dont on fait l'écho n'ont pas les mêmes histoires. Alors, par exemple, on peut se demander si la friche urbaine, qualifiée souvent d'espace sauvage, le restera-t-elle si elle contribue à l'ordre urbain? Moi, personnellement, si vous voulez, travaillant sur l'urbanisme depuis au moins le XVIIIe siècle, la friche, maintenant, fait partie du vocabulaire de la ville. Donc, à ce titre, en tant que vocabulaire de la construction de l'espace urbain, je ne peux pas croire que ça relève du sauvage. Ou en tout cas, ça contredirait certaines définitions du sauvage telles qu'il est posé dans les dictionnaires. Donc, je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce que le milieu urbain, qui se réfère jusqu'ici à un seul ordre, celui de l'humain et de l'activité humaine, eh bien, peut échapper à se référer à cet uniforme? Et à quelles conditions, encore une fois? Donc ça, c'est très important. Donc, je vais passer, de toute façon, je publierai un moment ce texte, parce que, voilà. En somme, le sauvage, ça c'est la troisième partie du sauvage à l'infini, en somme, le sauvage, c'est ce qui échappe à l'assignation et aux cultures de l'habité humain, ou ceux qui demeurent dans des espaces qualifiés de sauvages. C'est-à-dire que, par exemple, en Amazonie, on peut voir qu'il y a des espèces qui sont qualifiées de sauvages, parce qu'elles sont dans cet espace qui est gigantesquement
labellisé comme étant un espace du sauvage en dépit du fait que les Indiens ont cultivé en agroforesterie ces espaces depuis très longtemps. Donc encore une fois des jeux de miroir dans la qualification du sauvage. Je pense qu'il y a au moins deux dynamiques de production sauvage. D'un côté est sauvage ceux qui éludent les conventions d'habiter et se comportent en rupture avec l'ordre établi. Donc encore une fois la question de l'extériorité par rapport aux espaces domestiqués. De l'autre est sauvage ceux qui échappent à l'artificialisation symbolique, à condition de demeurer dans des espaces prédéterminés par opposition à des espaces domestiqués. Le sauvage, c'est dans des espaces spécifiques. Par exemple, des blaireaux, des cafards, des ragondins, des espèces qu'on pourrait qualifier de sauvages, et qui sont qualifiées de sauvages par nos collègues écologues, dans les esprits en tout cas, eh bien, elles se sont artificialisées symboliquement, du fait de rechercher la présence humaine ou éventuellement de venir vivre dans les villes, et du coup, elles sont passées dans la catégorie des nuisibles. Et souvent, la catégorie des nuisibles, elle n'est ni sauvage, ni domestique. Alors, et j'irais un pas plus loin en disant que, à mon sens, l'idée que le sauvage puisse contribuer à réenchanter la nature en milieu urbain représente une essentialisation de la catégorie du sauvage. Il est assez problématique dans le fond. Hors de son rôle en société, vis-à-vis notamment de l'idée de domestication. Donc, je pense qu'il faut élargir l'enquête et faire jouer ces catégories dans ce qu'elles ont de contradictoire selon les espaces et les personnes. Alors, parce que, encore une fois, je pense que l'idée de friche correspond à une domestication du sauvage, d'une certaine manière, ou une appropriation urbaine du sauvage. Est-ce qu'il s'agit de produire des paysages sauvages comme on produit du paysage agricole? Je pense que c'est ça dont il est question aujourd'hui. On produit des réserves du sauvage. Alors, et du coup, on voit bien que il y a une déconstruction du sauvage qui est en cours. Une déconstruction du sauvage qui pose la question du devenir de ces catégories, le sauvage étant l'autre du soi, qui est au fondement notamment du naturalisme, et de bien d'autres processus qui permettent de construire une identité, une appartenance à un groupe social. Je vous renvoie aux travaux de Marie Douglas, l'anthropologue de la pureté, qui montre à quel point on construit un espace de la pureté et les sauvages sont exclus de cet espace, puisque ça permet de marquer l'unité du groupe social considéré. Le sauvage est l'autre du domestiqué, du civilisé, aujourd'hui éventuellement pensé comme une source de renouveau pour nos sociétés. Alors, cette idée que le sauvage est une source de renouveau pour nos sociétés, différents auteurs l'évoquent, notamment je pense aux travaux de Rosie Bredotti, qui est une théoricienne des nouveaux matérialismes, qui parle de Zoé, notamment la vie nue, la vie brute, elle se réfère aussi aux travaux d'Agamben, etc., pour qualifier finalement ce qui serait le plus au cœur du biologique, comme s'il y avait finalement un endroit où le biologique serait exempt finalement de cette culture qui entacherait, qui marquerait ce qui est de l'ordre du domestique. Donc on voit bien que ce sauvage, il a à voir avec la vie nue, pour employer ce langage de ça. Par ailleurs, Valéry définit une émotion esthétique et partagée entre deux types de sensations, celles qui ont des effets à tendance finie et qui renvoient au sentiment du sens classique, et celles qui ont des effets à tendance infinie. Et l'évocation du sauvage renverrait à ces effets à tendance infinie dont parle Valéry, qui le rendrait d'une certaine manière proche de représentation de la nature. La nature, un monde naturel illimité, un monde naturel qui demeure insaisissable. La nature, c'est ce fond, finalement, inépuisable auquel renvoie le sauvage. Alors, du coup, comment on fait dans ces contradictions, si je reprends, où on a un couple domestiqué sauvage qui est mis à mal par des efforts, dernièrement, un urbanisme qui n'a pas envie de changer d'ADN, parce qu'en vérité, l'urbanisme écologique contemporain, le greenwashing dont on parle, montre surtout un urbanisme qui n'a pas envie de revenir sur son vocabulaire, sa manière de pratiquer, discutez-en avec les agences urbanistes,
on reste encore les Indiens. Nous, les écolos, si j'ose dire, on en discutait avec une collègue ce matin, on est toujours qualifiés comme ceux qui veulent habiter autrement, les Indiens qui veulent finalement mimétiser un autre comportement en société, et c'est toujours aussi problématique. Alors, on est dans cette configuration-là actuellement, et qu'est-ce qui se crée? Alors, ce qu'on observe en ville aujourd'hui, c'est des communautés socio-environnementales. Je vous en ai parlé, et je finirai là-dessus. C'est que ce qu'on voit quand on enquête auprès des associations qui se travaillent avec les vivants, c'est des façons finalement beaucoup plus modestes, moins structurelles ou structuralistes, de penser le sauvage dans un rapport avec l'être humain. Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire, si toute appropriation de la nature tente à condamner le caractère sauvage même de cette nature, il faut s'intéresser au mode d'alliance entre ces natures et ces sociétés. Il faut examiner la manière dont des éléments de nature qui sont jusqu'ici qualifiés de sauvages permettent aux communautés humaines d'engendrer de nouvelles dynamiques socio-naturelles et de se coproduire comme étant à la fois de l'ordre du sauvage et artificiel. Donc ça, c'est un nouveau vocabulaire, une nouvelle grammaire de l'alliance qui doit être examinée à l'aune de chaque alliance. Ainsi, jouer avec son chien n'est pas la même chose que de s'occuper de l'entretien d'une friche composée d'espèces dites endémiques. Je pense au jardin naturel que l'on trouve maintenant dans beaucoup d'espaces urbains, ou encore nourrir ses poissons rouges, ou s'intéresser aux dynamiques des espèces spontanées en ville, qu'est-ce qu'on leur prête de sauvage, ou prêter attention aux écologies spécifiques, et ça c'est toujours conseillé. En éco-critique, avoir une attention sur la manière dont le texte écologique lui-même s'écrit, dont on arrive à penser, les écologues arrivent à penser les écologies spécifiques de ces espèces animales et végétales et les accompagner jusque dans leur dynamique évolutive. Vous savez bien, par exemple, que les oiseaux ont déplacé l'heure de leur chant pour pouvoir parler en ville, pour pouvoir discuter, parler, je ne sais pas quoi, échanger, on va dire. Échanger en ville, ils ont déplacé également leur tonalité. Donc on sait ça, ces espèces évoluent, et ça, il faut être jusque-là. Ces espèces ont une dynamique qui mettent en exergue non seulement la capacité évolutive des espèces en question, pour voir finalement, je pense que vous savez peut-être, il y a des espèces généralistes et des espèces spécifiques. Les espèces généralistes, c'est celles qui ont une capacité d'adaptation à une large éventail de niches écologiques. Nous sommes une espèce généraliste. Le cafard est une espèce généraliste, le pigeon également. En fait, les espèces généralistes, c'est celles qu'on trouve dans le cœur des villes et qu'on verra, que ce soit à Bangkok ou à Paris. Donc ça, c'est les espèces qu'on retrouve. Les espèces spécifiques, c'est celles qui ont besoin d'habitats spécifiques. C'est celles qui, pour le coup, ont le plus de chances de disparaître dans les années à venir. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, ces communautés d'alliance entre du domestique, de l'humain et du sauvage, ça fait appel aux compétences de ces espèces, à leur niche écologique, mais aussi aux compétences des êtres humains, c'est-à-dire leur capacité à se mettre, à écouter ou à accompagner ces dynamiques écologiques. Je parle de l'apprentissage de l'agriculture, du jardinage, de la météo, enfin il y a toutes sortes finalement de formes d'alliance et de la production de ces liens de solidarité. Alors, une façon de valoriser cette coproduction des environnements quotidiens et ordinaires est d'admettre, alors, et là je me réfère aux chercheurs en biosémiotique, qui est un courant que je suis depuis un moment, que la nature est faite de signes, d'interprétation et de signification, que l'on parle au-delà du logocentrisme, bien évidemment, et qu'il faut accroître nos connaissances, à nous qui sommes familiers avec les signes, avec toutes sortes de vocabulaire, y compris chimique, y compris biologique, et de voir ce que veut dire être familier d'une littérature qui soit chimique ou d'une symbologie qui soit biologique, physique, de telle façon à comprendre aussi la manière dont ce monde biologique échange entre eux et construisent des dispositifs immunitaires.
Alors, ce qui est intéressant pour ça, c'est de voir que ces communautés d'alliance, ces petites associations, ils sont passionnés par leur travail avec le vivant. Ils en parlent pendant des heures et eux, ils ont appris à écouter parce que ça fait partie de leur dédication, de leurs engagements, que ce soit les abeilles, les champignons, etc. Et du coup, vous pouvez aussi apprendre à les écouter et leurs récits qui donnent sens à ce qui se passe en termes d'adaptation au changement climatique, mais aussi à la manière dont ces communautés peuvent résister en cas de choc, en cas de choc au futur. Je vais juste dire cette dernière citation avant de conclure. C'est un responsable d'association à Ivry-sur-Seine, commune au sud de Paris, qui est défavorisée et très urbanisée. Il dit, il est apiculteur, il faut savoir que l'on travaille avec des animaux sauvages, donc il reconnaît le caractère sauvage de ces animaux, qu'ils ne nous connaissent pas. Donc l'idée qu'on n'est pas dans un processus d'échange gentil où l'animal reconnaîtrait l'humain et qu'on se rembrasserait et que voilà, que tout irait bien. On ne les connaît pas. Donc là, la personne admet que voilà, on s'arrange entre nous, mais il n'y a pas de processus d'interconnaissance. Et quand ils ont décidé, là c'est des abeilles dont ils parlent, quand ils ont décidé de faire ça, nous, on ne peut que les accompagner pour qu'ils le fassent dans de bonnes conditions. C'est donc reconnaître finalement que la seule chose qui est faisable pour quelqu'un qui est apiculteur, c'est d'essayer d'accompagner les abeilles au mieux, et pour cela de faire en sorte que tous les jardiniers d'Ivry-sur-Seine plantent des espèces mellifères. Ça, c'est une des conditions. Voilà. Pour conclure, je dirais que cette évolution du rapport au sauvage animal et végétal en ville, elle rencontre une transformation plus globale de nos référentiels qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas de gentil sauvage, encore une fois, et de mauvais domestique. La chose est beaucoup plus complexe que ça. Et de toute façon, on ne va pas revenir en arrière par rapport à ça, puisque on peut dire que le paradigme occidental de l'urbain, de la ville même, est essentiellement centré sur l'idée de filtre. Ça, dans les anciens travaux, c'est quelque chose que j'avais développé. On pense que nos maisons sont les filtres, mais en réalité, c'est la ville elle-même qui peut être pensée comme un filtre, puisqu'on autorise certaines espèces et pas d'autres. Personne n'autorisera le cafard à habiter largement dans les villes, enfin, ça pose d'autres problèmes. Ça dépend des espèces, ça dépend des villes, ça dépend des géographies. Donc la matérialité de la ville constitue une capsule technique, on peut dire, parfaitement adaptée aux besoins des êtres humains. C'est une capsule technique qu'il nous faut entretenir collectivement. C'est une surcoquille, on pourrait dire aussi, un mode d'accouplement à des objets techniques qui nous permettent de penser ce rapport à la nature. Alors, il y a une chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est sur le désir d'entre-soi des êtres urbains. Ça, c'est quelque chose qui... pourquoi ce désir d'entre-soi? Il y a des civilisations où il y avait des civilisations où on vivait plus facilement avec des cochons, ou même, je reprends les textes de Victor Hugo au XIXe siècle, qui dénoncent la manière dont les pauvres vivent avec les animaux. C'était une façon de mal vivre ou de vivre mal proprement. Donc il y a quelque chose comme un désir d'entre-soi propre. Vous savez, j'ai une anecdote, j'ai acheté une maison, je voulais laisser tout en friche, et le code rural oblige à entretenir à ras tous les terrains. On n'a pas le droit de laisser du sauvage dans ces terrains, même si on est propriétaire. Donc ça va se loger loin, si vous voulez, ce désir d'entre-soi, et du coup de réduire toute forme de sauvage dans la ville notamment, en tout cas dans les espaces domestiques. Alors, c'est vrai qu'on introduit certains espaces comme les friches, comme le butéa, mais à quelles conditions arrive-t-il à aller au-delà de ce filtre? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Je dirais aussi qu'il faut travailler sur les questions d'échelle, se décentrer, certes, à quelles conditions et à partir de quelles espèces. Je pense que c'est une des questions qui nous permettra de rendre visite des espaces qui ne sont pas vus aujourd'hui. Comme je le disais, on avait fait un appel à écrivains au musée de la chasse pour les animaux du futur. Il ne s'agit plus de penser le lion ou ces animaux qui auront disparu, mais de penser le cafard comme notre futur ou le rat, et de voir qu'est-ce que ça fait de reconfigurer
symboliquement notre panthéon du courage à partir du cafard, puisque les animaux sont symboliquement souvent liés à des formes de vertu, et du coup, voilà, on est obligé de réinventer ça. Pensons-nous aussi, et pour finir, sur la manière dont, en Asie, en particulier au Japon, par exemple, la fête des Lucioles, ou la place accordée aux insectes, donne d'autres formes de symbolisation, d'autres formes de regard sur d'autres types d'espaces urbains. Je vous remercie et merci pour le... Bien, merci à Nathalie Blanc pour cette belle et riche conférence qui, j'imagine, aura suscité nombre de questions. Alors, comme elle a maîtrisé son temps à la perfection, il nous reste tout le temps nécessaire pour cela. Donc, qui veut ouvrir le bal ? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Ma question porte sur ce que vous avez évoqué à propos du réapprentissage de signes chimiques, matériels entre les espèces. Et je me demandais si vous relèveriez ou si c'est envisageable, à votre avis, d'importer dans l'espace urbain une enquête telle que celle qu'a pu mener Baptiste Morisot auprès des loups, et de toute cette notion de diplomatie. Et est-ce que ça rejoint un peu l'exemple que vous mentionniez à propos des abeilles, à savoir finalement on ne les connaît pas, elles ne nous connaissent pas non plus, et pourtant on peut mettre en place un certain nombre de dispositifs et de signalétiques qui se matérialisent autrement que par le langage. Et est-ce que c'est une des pistes à explorer et qui est intéressant dans l'exemple je vais essayer de le contacter. Le bon sauvage et le mauvais domestique, mais dans une perception sociale d'un mauvais sauvage par rapport à un domestique rassurant. Donc il y a un renversement là-dessus, je regarderai. Parce que comme je suis étranger par rapport à l'établissement, donc j'ai préféré m'adresser à quelqu'un. Voilà. En fait, il faut penser la question bien jusqu'au bout. Parce que l'abeille domestique, qui est introduite dans les villes, est en vérité ce qu'il appelle sauvage. Ce monsieur, c'est une abeille domestique, qui est qualifiée de domestique par les écologistes, les écologues, et qui pour le coup a tendance à prendre la place de l'abeille sauvage. Donc en vérité, maintenant, au niveau de l'Agence française de la biodiversité, ce mouvement pour l'apiculture a tendance à poser problème. On a réintroduit dans les villes des millions d'abeilles, des millions d'abeilles selon les villes, et même ça, là, on se trouve avec quelque chose qui nous pose problème, collectivement, en termes d'écologie. Encore une fois, je pense qu'à chaque fois, il faut restituer dans quel contexte. C'est pour ça que j'invite à bien situer par rapport à ça l'espèce, son écologie, parler, de voir de quoi il s'agit exactement. Après, une enquête de ce type-là, par exemple sur les abeilles, à Aubervilliers, ça serait intéressant, il y a plus d'1 million d'abeilles, des ruches qui ont été placées grâce à un artiste notamment sur plein de lieux publics, avec des problèmes de cohabitation avec ces animaux. Bon, ça pour les abeilles, c'est tout à fait comme ça. Pour des espèces plus grandes, c'est-à-dire de la taille, alors je parle même pas d'un loup, mais je parle même à la taille d'un renard, on se trouve sur des problèmes de cohabitation beaucoup plus sévères qu'avec le loup. Surtout dans des villes aussi urbanisées, enfin aussi denses que Paris par exemple. On avait fait dans l'enquête Trame Verte un travail sur les animaux qui avait été publié aux États-Unis d'ailleurs, sur la place des animaux, et de nous, on avait fait Strasbourg, Paris, Marseille, et de voir selon la culture urbaine de chacune de ces grandes villes, quelle place était-on prêt à accorder à l'animal. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes cultures à Paris, à Strasbourg et à Marseille. À Paris, l'idée de devoir céder de la place aux animaux est problématique. On est sur une ville extrêmement dense. L'idée que l'animal doit être à sa place, c'est-à-dire dans les eaux ou vers certaines réserves, alors qu'à Strasbourg, on n'a pas du tout la même configuration. À Strasbourg, les gens sont prêts à se retrouver face à des animaux et faire attention à mettre en place tous ces dispositifs. À Marseille, c'est encore autre chose, on renvoie à une autre culture. Donc à chaque fois, encore une fois, on est sur des contextes, on est dans des contextes. Mais ça serait intéressant de montrer ces contextes et leur variété, justement. Merci.
Une autre question? Oui, je vous en prie. Oui, merci beaucoup pour votre belle conférence. Je me posais la question, quand vous avez parlé de gradation et des espèces animales et végétales, s'il n'y avait pas là aussi une forme d'altérité différente, et si cette altérité n'était pas liée à une certaine invisibilité, comme le dirait Francis Allais ou d'autres, qui fait en sorte qu'on voit beaucoup plus l'animal. D'ailleurs, les espèces animales sont plus facilement reconnaissables, alors que le végétal, quant à lui, n'est parfois même pas vu. Donc, dans les enquêtes auprès des personnes, je me demandais s'il était qualifié de sauvage le végétal lui-même, ou si ce qui vient plus spontanément à l'esprit, c'est l'animal, parce que lui, on le voit. Tout simplement. Donc, la question, c'est est-ce que l'altérité végétale n'est pas si différente qu'on en vient à l'occulter carrément? C'est possible, non, c'est tout à fait, parce qu'on n'enterre pas, par exemple, les végétaux alors qu'on enterre les animaux. Donc, ça, c'était Vestel qui l'avait noté. Je pense qu'en fait, on n'a pas du tout le même rapport à la question du végétal que de l'animal. Dans les villes, le végétal ressort du décor. Et il est pensé comme tel dès le 19e siècle. Hein. C'est du décor, c'est du mobilier. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à apporter le caractère d'être vivant aux végétaux. C'est plutôt ça, c'est même pas... c'est du mobilier, alors que l'animal, du fait d'avoir sa motilité, etc., c'est difficile de ne pas lui accorder ces caractéristiques. Ça, c'est clair. En outre, l'animal déclenche des fantasmes très nombreux, en fait, et des comportements qui sont très étonnants parfois. Donc, ce que fait rarement le végétal, pour le coup. Donc, mais je crois qu'au cœur de ça, c'est quand même la question de la mobilité. De la motilité, c'est-à-dire la mobilité autonome. Voilà. Et peut-être qu'on peut faire circuler aussi dans la salle si vous avez envie de discuter entre vous. Alors, puisque quelqu'un veut rattraper au vol la proposition et enrichir la réponse ou prolonger la discussion, ou est-ce que c'est une nouvelle question, une autre question? Oui, Bénédicte. Oui, merci Nathalie pour cette très belle communication. Je trouvais que c'était très, non seulement très clair, mais aussi très important ce que tu fais de nous rappeler que non seulement il nous faut toujours définir quelle définition nous employons des mots, enfin quelle définition nous donnons aux mots que nous employons et comment, voilà, c'est un petit peu tout le but de ce colloque, hein, de nous amener à repenser, voire à complètement, bien sûr en passant par la déconstruction, mais la question du sauvage, de l'urbain ou du domestique par opposition au sauvage. Et il me semble que non seulement c'est intéressant que tu le situes, cette question du sauvage, et dans l'histoire, alors c'est un petit peu ce que j'ai cité ce matin sur pourquoi wilderness pourquoi wildness plutôt que wilderness, puisque wilderness c'est bien sûr toute l'histoire de la conquête des territoires, dit là aussi en Amérique du Nord, dans les Amériques, hein, dite sauvage, alors qu'en fait ces terres ne correspondaient pas à cette idée du sauvage comme tu l'as rappelé à l'époque, on le définissait comme qui n'a pas été touché par l'homme, qui n'a pas été au contact de l'homme ou influencé par ses rapports avec l'humanité, alors qu'en fait, évidemment, bien sûr, toute cette wilderness a toujours été habitée par des humains, mais que comme eux aussi étaient mis du côté du sauvage, on pouvait considérer qu'ils n'existaient pas en tant que contact humain ayant un impact sur ces populations. Et alors, je vais poser une question, vraiment je m'excuse si elle est d'un niveau élémentaire tel que ce serait peut-être affligeant pour les écologues, mais moi je pense beaucoup donc à cette question du sauvage comme un concept qui nous vient de notre civilisation judéo-chrétienne très occidentale. Pour moi, le but de ce colloque et de travailler avec des oxymores en général, c'est bien qu'en fin de compte, on sorte complètement d'une pensée qui est dichotomique par essence, qui ne peut définir le sauvage que par opposition à son contraire, ou la nature que par opposition à, puisqu'il me semble qu'en fait aujourd'hui, tu l'as bien rappelé aussi dans la biosphère,
le concept du sauvage même, ou de nature même, on se rend compte que ces constructions-là sont tellement problématiques qu'en fait il nous faut en étudier l'histoire de la construction, mais surtout apprendre à toujours, on est obligé d'employer ces mots et en même temps il faut toujours les citer, tels qu'ils ont été définis, voilà, et redire. Et c'est quand même très complexe ce qu'on est obligé de faire puisqu'on est obligé d'employer ces mots. Pour l'instant, alors est-ce qu'on peut inventer de nouveaux mots? Il y a cette tendance, par exemple, d'inventer des mots maintenant. On va accoler une nature-culture en un mot, hein, ce genre de choses. On a du mal avec la question de l'homme. Alors moi, je précise toujours si c'est l'homme avec un grand H. Et quand je dis ça, il y a beaucoup évidemment de distance critique. Ou est-ce que c'est les humains? Et j'aime beaucoup parler, rappeler qu'on est des animaux humains aussi, hein, puisque quand on va parler des humains, là aussi, c'est souvent s'opposer au sauvage. L'animal serait du côté du sauvage, et moi, humaine, je serais du côté du domestique, du civilisé. Oui, effectivement, bien sûr, et je ne vais pas renoncer à mon humanité ni à mon côté civilisé, mais je voudrais peut-être un petit peu avoir mon mot à dire sur la façon dont je souhaite être domestiquée ou domestiquer les parts de sauvage en moi. Et la question à laquelle je voudrais revenir, donc encore une fois, hein, je crois que tu l'as un petit peu expliqué, mais je n'étais pas très sûre, comment, pour les écologues, quelle est leur définition du sauvage et du domestique? Parce que je suis désolée, je n'ai pas très bien compris la définition du point de vue de l'écologie. Qu'est-ce qui définit un animal, un être, un vivant domestique à l'opposé du sauvage? Là, dans le cas, je parle pour les cafards, parce que c'était ça la question. Pour eux, c'était un animal sauvage puisqu'il venait spontanément, naturellement, profiter de conditions d'habitat qui correspondaient finalement à son écologie. Donc c'est quelqu'un, je veux dire. C'est un animal qui a été introduit, si vous voulez, mais de manière passive. La plupart du temps, c'est-à-dire sans que les êtres humains en aient forcément confiance, ou en tout cas le veulent, le désirent, et du coup il est venu s'installer dans les villes parce que ça correspond à sa nature, si j'ose dire. Et donc pour eux, c'est un animal sauvage dans la mesure où il n'est pas le produit directement dans son installation des espaces urbains de l'activité humaine. Après, ça aussi, ça peut se discuter. En fait, c'est une façon de... Parce que là, pour le budgétaire est une espèce sauvage, puisqu'elle vient de manière invasive profiter de ces espaces urbains. Et qu'elle n'est pas introduite par les êtres humains également. Donc c'est un peu là où se trouve pour eux le carrefour. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec Domus, ça a à voir avec l'idée d'être dans des espaces particuliers, et ça a à voir avec le processus d'installation et de reproduction. Et pour le coup, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas, sinon de manière négative, le processus de reproduction du cafard. Donc d'une manière négative, c'est pas parce qu'on veut l'exterminer. Mais sinon, c'est pas quelque chose sur lequel on veille. Et c'est vrai qu'il y a peu d'insectes dont on maîtrise les processus de reproduction. On parlait avec une collègue tout à l'heure d'Insectopédia qui rencontre la manière dont on maîtrise les processus par rapport au ver à soie. Enfin, c'est rare sur les insectes. Il y a peu d'insectes pour lesquels c'est le cas, et notamment dans nos civilisations, les civilisations occidentales. Donc voilà, c'est vrai que cette gradation, elle est toujours dépendante voilà, de ton objet d'étude. Et donc pour les écologues, l'espèce domestique serait l'espèce qui n'a pas choisi son habitat, qui n'est pas venu par lui-même, mais qui habite dans cet habitat parce que les humains l'y ont amené contre ce qui lui serait venu naturellement. C'était ça. Là, par exemple, le chat, c'est pas son habitat naturel, mais après il y en a qui sont marrons. Deviennent de domestiques deviennent sauvages. C'est ça les animaux marrons. De marane. On les appelle les marrons aussi. Mais ça, c'est des animaux, par exemple, le livre Les animaux et la ville, que j'avais écrit dans les années 2000, pour mes collègues écologues, à part le cafard, je n'abordais que des espèces domestiques. Donc voilà, toute cette gradation-là est et je ne dis pas que c'est eux qui ont raison, enfin la question ne se pose pas comme ça en tout cas. Et je dis simplement qu'il faut être vigilant par rapport au déplacement successif de ces catégories. Merci beaucoup. Je pense que les deux interventions, la tienne Bénédicte et la tienne Nathalie, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que tu partais de la question du récit,
et de la mise en récit, et des mises en récit contextuelles selon que ce sont les écologues qui parlent, les membres d'associations, à quel genre on va avoir affaire, des traités, des essais, des témoignages, des enquêtes, etc. Je crois donc qu'on produit énormément de récits et de verbes autour des questions qui nous occupent. Et Bénédicte a bien. Voilà, ta question, elle renvoie aussi à la question du mot et de comment on nomme les choses. Et du coup, c'est là que la littérature, me semble-t-il, intervient de façon cruciale, parce que son job, je dirais, c'est vraiment d'aller, même sans se le formuler comme tel, parce que ce n'est pas les récits à thèse ou les romans à thèse qui sont les plus porteurs en termes d'écologie ou de réflexion sur le déplacement des catégorisations sauvages, domestiques, humains, non humains, etc. Il me semble que c'est là qu'on va trouver vraiment de quoi alimenter notre idée que nous sommes traversés par le langage, que la nature elle est traversée par le langage, et pas seulement traversée par le langage humain, mais traversée, comme tu l'as dit, tu as parlé des significations biologiques, chimiques, on pourra ajouter éthologiques, etc., des bêtes et des végétaux, et aussi des minéraux. Et il me semble que voilà, les récits qui sont produits par la littérature peuvent nous permettre de repenser autrement sans créer forcément d'ailleurs des néologismes ou des choses comme ça, et en construisant les catégories. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Il y a un problème, on avait produit une exposition, donc c'était une résidence dans le domaine de Chamarande, qui est dans le sud de Paris, avec des artistes et des anthropologues et des géographes comme moi. C'était une résidence que j'animais. On a eu 1 an pour faire cette résidence et produire une exposition sur la question du sol, des sols et des bêtes des sols. Ça s'appelait Sol Fiction. C'est un jeu de mots pas très léger, mais voilà. Et donc on a produit cette exposition qui a notamment, en fait, on travaillait en binôme, c'est-à-dire un artiste, un scientifique, de telle façon à produire 20 terrariums qui étaient des sols composés de nos connaissances, si j'ose dire, sur ce que sont les sols, sur la manière dont on peut les imaginer à l'aune du comportement contemporain. Il y a eu beaucoup de public, en fait, notamment parce que j'étais surprise que le RER a été cassé ce jour-là, donc il y avait quand même une centaine de personnes, donc j'étais assez admirative. Mais en fait, j'entendais ce que les gens disaient, et ils étaient extrêmement troublés par l'exposition, et ça renvoie à la question de la littérature, et je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'ils disaient, globalement, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ces terrariums? Parce que si c'est de l'art, c'est pas vrai, c'est de la fiction, et si c'est de la science, ça veut dire que c'est vrai, donc c'est des vrais sols. Et donc, on ne pouvait pas répondre à cette question, et ça donne la mesure de la difficulté de ces démarches art sciences et d'une littérature qui se prêterait au jeu de la fiction par rapport à ces récits. Il y a quelque chose là qui est très compliqué, parce que d'une certaine manière, du coup, les gens venant voir l'expo n'arrivaient pas à croire que les sols qu'on leur montrait étaient vrais, mais en même temps, il y avait des éléments scientifiques indéniables. Toute entreprise d'hybridation ou de travaux autour des langages comme ça porte sa charge de suspicion. Et à l'époque des fake news, avec les difficultés qu'on a concernant le langage, et notamment la vérité scientifique, il y a une vraie réflexion à avoir sur ce qu'on fait quand on fait ça, en fait. Je ne m'étais pas rendu compte de ça à l'époque, mais je m'en suis rendu compte après, sans avoir de réponse à ce qu'il convient de faire. Je me suis juste dit ça, qu'il fallait être plus prudent que je ne pensais. Je vous propose qu'on prenne peut-être une dernière question pour ne pas prendre trop de retard. Oui. Vous avez parlé de ce gestionnaire d'association qui défendait l'altérité des abeilles. Et est-ce que vous avez rencontré des récits où l'humain se considérait lui-même comme sauvage, était considéré comme sauvage, soit parce que l'enquêté se plaçait au sein d'alliances humaines et non humaines sauvages, soit parce qu'au contraire il se plaçait comme adversaire de communautés ou d'êtres humains et non humains sauvages? Très rarement. En fait, chez des êtres humains, en fait, quand il y a des naturalistes qui sont très complices de leur objet d'affection, on va dire ça comme ça, par exemple, je pense à un naturaliste qui défendait les champignons. Et du coup, il se comparait à ce champignon, si vous voulez, aux champignons, à leur processus
d'habitat, enfin d'habitation, etc. Mais sinon, non, sinon c'est très rare. C'est vraiment très rare que les gens... D'une certaine manière, en fait, le sauvage, c'est vraiment l'altérité. C'est-à-dire, rarement les gens disent je suis sauvage comme cet animal, ou c'est toujours l'autre. Mais peut-être qu'il faudrait enquêter dans d'autres milieux. Encore une fois, moi, c'est l'Occident. Je pense que si on enquêtait en Afrique, en Inde, par exemple, il y a des tas d'autres choses. Hein. Donc voilà, j'ai appris dernièrement qu'ils voulaient en Inde mettre les vaches dans des prisons pour essayer de travailler à se lier à la vache jusque dans les prisons parce qu'ils pensaient que c'était une source de comportement moral. C'est l'éthique de la vache. Enfin, du coup, ce que je dis, c'est que ces formes d'alliance, elles peuvent être très élastiques et variées, y compris la manière de penser comme sauvage. Bien, merci à toutes et à tous pour vos questions. Merci à Nathalie Blanc à nouveau pour sa conférence.